On parle souvent d'écologie comme d'un sacrifice, comme si protéger la planète voulait dire ralentir, perdre ou renoncer. Mais si c'était plutôt une question de gestion, de vision et d'intelligence collective. Dans cet épisode, je reçois Emmanuel Gélebart pour une conversation fascinante sur ce qui arrive quand une PME décide de mesurer concrètement son impact environnemental. On parle de bilan carbone en temps réel, de déchets qui deviennent des gisements, de coûts cachés, de responsabilités individuelles et surtout d'un changement de mentalité qui transforme une entreprise de l'intérieur. Ce qui rend cette discussion différente, c'est qu'on n'est pas dans la théorie, on est dans le concret. Une entreprise de 65 employés en Beauce qui réussit à recycler plus de 95% de ses fibres, simplement parce qu'elle a commencé à mesurer ce qu'elle faisait. Tu vas voir que derrière les mots « développement durable », il y a surtout une question simple. Qu'est-ce qu'on choisit de voir et qu'est-ce qu'on décide d'ignorer? Donc, Emmanuel Gélebart, merci et bienvenue au podcast. Merci pour l'invitation, Gaëtan. Du placard à la planète. Avant de commencer, Emmanuel, peux-tu me parler de toi un petit peu? En deux mots, comme tu disais, je suis stratège impact durable pour Régitex. Nous sommes un filateur. On est situé à Saint-Joseph-de-Beauce. C'est la troisième génération d'une famille qui était impliquée dans le textile technique qui reprend, à savoir Catherine Mathieu. 65 employés. On est un petit peu partout en Amérique du Nord, mais principalement en Amérique du Nord. Oui. Personnellement, j'ai une trajectoire assez générale de femme d'affaires, toujours dans le développement des organisations que j'ai traversées. Et puis avec cette volonté-là de mettre mes talents, mes compétences au service du développement durable depuis maintenant 4-5 ans, où j'ai eu ce qu'on appelle en bon français un wake-up call. Oui, le wake-up call, justement, le moment de déclic. Quand est-ce que tu as réalisé vraiment l'impact environnemental? Raconte-moi en fait le moment précis où tu réalises que l'impact environnemental devient central pour toi. L'émotion, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu étais dans quel contexte? Puis c'était quoi ta vision même avant ce moment-là? Je te dirais, c'est pas tellement dans ces mots-là que je le phraserais, à savoir que l'impact environnemental s'impose à moi, mais c'est plutôt l'opportunité que je vois que c'est le bon moment de bouger, dans le sens où moi j'ai eu la chance de grandir dans un endroit où j'étais très très proche de la nature. OK, qui était en France. En Bretagne. En Bretagne, plus S'il vous plaît. précisément. Oui. Et tout comme, et c'est ça que je fais le grand parallèle avec le Québec, quand on a la chance de vivre dans un endroit où mère nature, le climat s'impose à toi, ça remet l'individu à sa place dans l'écosystème planétaire. Mettons, si tu es au Québec, là, quand tu as une tempête de neige, là, que tu sois président d'une compagnie, doyen d'une faculté ou opérateur d'une machine ou étudiant au cégep, quand on te dit envoie à la maison, envoie à la maison. Parce que personne ne peut se battre contre les éléments. OK. Et donc ça, je l'ai toujours eu présent et toujours dans ma vie, ça a été comme une seconde nature que justement de respecter la nature. Je faisais ma part, j'achetais en vrac, je faisais du covoiturage dès que je pouvais, j'avais toujours la notion de vie de maison, de seconde main, etc. Mais je continuais mais dans la business, la croissance à l'infini. Oui. Et un peu comme tout le monde, est arrivée la pandémie. OK. D'accord? Oui. Puis j'ai eu du temps un peu pour réfléchir. Et comme la vie fait bien les choses, je suis tombée à la bibliothèque, Monique Corriveau, pour ne pas la citer, sur l'édition d'actualité de février 2020, où j'avais Laura Ridel sur la couverture. Et le titre, c'était « Comment vieillir riche en sauvant la planète ». Je fais comme, c'est quoi le rapport? Et au départ, j'ai emprunté ce numéro-là pour cet article-là. Et finalement, en parcourant l'ensemble de cette édition-là, je suis tombée sur un article qui parlait d'un monsieur qui était peu connu à l'époque du grand public, qui s'appelle Mark Carney. OK. Et on reprenait notamment un de ses discours qu'avait fait, non pas celui de Davos, parce qu'à l'époque, il ne l'a pas encore prononcé. Monsieur le Premier ministre. Oui, maintenant il est devenu Premier ministre. Oui. Mais en 2015, il À avait... ce moment-là, il était gouverneur de la banque.
Il était déjà envoyé, il avait déjà été gouverneur de la Banque centrale du Canada, Oui. il avait déjà été gouverneur de la Banque d'Angleterre. Est-ce qu'il l'était encore à l'époque? Après, il avait été envoyé spécial pour les Nations Unies sur les changements climatiques. OK. En 2015, je pense qu'il était encore à la Banque centrale d'Angleterre, du UK. Oui. Et il avait prononcé un discours devant un parterre de 250 financiers à la City. Et il disait réellement que les entreprises qui ne s'adaptent pas, y compris celles du secteur financier, vont tout simplement faire faillite. Et ce qu'il disait, en parlant justement à tous les investisseurs, vous faites bien votre travail si vous investissez uniquement dans les entreprises qui prennent en compte dans leur planification stratégique les changements climatiques, parce que s'ils ne le font pas, ils s'en vont dans le mur. Ils omettent complètement une des plus grosses menaces à laquelle on va avoir affaire face économiquement. Et donc je me suis dit, parce qu'au courant de toute ma carrière, je me suis dit, tant que ça fait pas mal au portefeuille, les gens ne vont pas bouger au niveau économique. Il y a un point de rupture. Oui, là, je me suis dit, le pape de l'économie vient Oui, de sonner la lalie. Je Oui. dis, si lui, il le dit, c'est que ça commence à se rendre vraiment au niveau de tous les investisseurs. Je dis, là, on peut vraiment y aller au niveau entreprise. OK. Parce que la finance, c'était les prémices de la finance durable. OK. Mais quand ça a un impact financier, là, il y a pas mal plus de monde qui écoute. Oui, tout à fait. Et ce point de rupture qu'on peut dire qui est arrivé, qu'est-ce que ça allait évoquer chez toi? J'ai fait yes! De la peur ou de la colère? Ah non, ou moi, dire non, au contraire. Complet Là, enthousiasme. quelqu'un qui parle C'est ça. dans le sens. OK. J'étais pas dans le gourou, hein, mais j'ai dit complet enthousiasme parce que moi, ça m'a envoyé le message, OK, ça commence à se rendre au niveau économique. Ça commence à faire du sens au niveau économique. Parce qu'on le sait, dans nos sociétés capitalistes, tant que ça fait pas mal au portefeuille, OK. ça bouge pas vraiment. OK. Donc, Et toi, de ton côté, les gens qui étaient autour de toi, tu étais dans le temps de la COVID et tout, ça se produit, comment les gens voyaient ça autour de toi? Est-ce qu'ils voyaient ça de la même façon que toi? il a fallu beaucoup convaincre. OK. Il a vraiment fallu beaucoup convaincre. Tu avais les deux écoles de pensée, à savoir, ben non, on n'est pas encore rendu là, les entreprises ne sont pas encore prêtes à ça. Et d'autres qui font, ben oui, ça fait vraiment du sens. Parce que moi, ce que je disais, c'est qu'il fallait voir la pandémie comme une répétition générale. À savoir, tout a arrêté du jour au lendemain. Les chaînes de valeur ont été complètement rupturées. Les livraisons ne suivaient plus. En moins de 15 jours, notre quotidien a été complètement révolutionné, mis à l'envers. Et donc ça a envoyé le message que oui, le système peut arrêter du jour au lendemain. Et donc moi, le message que je portais, c'est comme, là, vous n'avez rien vu, guys. C'est que là, les changements climatiques, là, c'est pas juste votre Amazon qui arrive plus chez vous. Là. C'est une maison, vous en aurez plus. Ouais. Je dramatise, évidemment. Mais de dire que au moins, les gens avaient pu le sentir dans leur corps, dans leur quotidien, cette angoisse de se dire, hey, il y a quelque chose que je ne maîtrise pas, que je n'avais pas envisagé, je ne l'ai pas vu venir, et c'est arrivé pareil. Ouais. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'on a été collectivement capables de nous revirer de bord, de réinventer les choses. OK. Et donc, moi, c'est plutôt un message d'espoir. Même face à une pandémie mondiale, on a réussi à sortir de l'avant. Oui, OK. Ah, ça a du sens. Fait que finalement, c'est un signal d'alarme. Fort. Fais quelque chose. Un peu pareil comme lorsque tu te sens mal, ton corps va pas bien, il y a un signal, là, fais quelque chose, change quelque chose. C'est ça, en prospective, on parle de signaux faibles, de signaux forts. Là, c'en était un majeur. Ça en était un majeur. Oui. OK. Donc maintenant, arrive la pandémie. Ensuite de ça, tu arrives dans la vie de Régitex. Régitex arrive dans ta vie. Et là, à ce moment-là, arrive une démarche. OK? Il y a une démarche et le point central qu'on veut amener aujourd'hui, c'est le fameux bilan carbone qui a été développé chez Régitex. Donc, peux-tu me parler un peu, à ce moment-là, qu'est-ce que toi, t'encourageais, qui te motivait à embarquer dans cette aventure? Comment tu visionnais, comment tu percevais ça, un bilan carbone? OK. Au tout début, je te dirais, ce qui m'a vraiment motivée, c'est de se dire, on a un laboratoire vivant à ciel ouvert, on a une belle PME de 65 employés, avec un système de gouvernance qui faisait en sorte qu'on pouvait parler à tout le monde, qu'on pouvait faire embarquer tout le monde et toutes les bonnes idées étaient les bienvenues. Et en plus, ce qui est le fun, en étant en Beauce, il y a beaucoup de monde qui sont encore très proches aussi de la nature. Donc moi, ça me parlait beaucoup. Donc c'était On te dit, on tient quelque chose ici. Oui, on tient quelque chose, surtout que, et on le sait, un des facteurs positifs gagnants pour
qu'une entreprise réellement s'engage dans l'éco-responsabilité, c'est que la direction le veuille. Et là, en l'occurrence, la troisième génération qui reprenait l'entreprise mettait ça comme condition sine qua non à embarquer. C'est un des piliers, des 3 ça. piliers. Ouais, Catherine disait, moi je veux que le fait de développer l'entreprise soit pas au détriment de la nature. Après, quand tu es comme ça dans une démarche structurée et intentionnelle de planification stratégique de développement durable, tu peux te perdre dans les grands concepts, tu peux te perdre dans les grands standards. Mais au bout de la ligne, ça prend 2 choses. Ça prend que chaque individu dans l'organisation comprend pourquoi il le fait et que ça fasse du sens pour lui ou elle. Parce que moi, je ne peux pas être à tous les jours derrière tout le monde à dire « Hey, t'as-tu pensé faire ci, t'as-tu pensé faire ça ?» Non, il faut que ça soit une culture qui s'implante, qui résonne dans le cœur, dans le profond des gens. Et ça a été le cas chez Rigitex. Et l'autre chose, c'est que pour faire en sorte que les choses s'améliorent, il faut les mesurer. Ce qui ne se mesure pas n'existe pas, ça ne se voit pas. Et donc, le bilan carbone, c'est l'outil par excellence pour mesurer notre progrès. Parce que si tu veux motiver les gens à continuer à faire des efforts, s'ils ne voient pas le résultat de leurs efforts, inquiète-toi pas que demain matin, on finit ça et on passe à autre chose. Donc, le bilan carbone, pour moi, c'était vraiment le moyen le plus efficace de donner de la visibilité aux efforts que chacune mettait à tous les matins ici. Okay. Et pour moi, le bilan carbone, souvent je l'explique comme ça, je trouve que c'est un bon parallèle. Pour moi, le bilan carbone, c'est comme notre déclaration d'impôt, mais à la planète. Tu vois, tu dis, OK, qu'est-ce que je retire? Qu'est-ce que je prends à la planète? Qu'est-ce que je lui dois finalement? Parce que je lui ai pris tout ça. Et on le sait, pour la déclaration d'impôt, tu peux le faire soit tu fais le paiement une fois par année ou tu fais une mensualisation. Et nous, chez Rigitex, tu fais des acomptes provisionnels. C'est ça. Nous, on a décidé d'aller encore plus loin pour rendre le bilan carbone, donner du sens au bilan carbone. On s'est dit, on est assez fou, on est assez révolutionnaire. Et parce qu'on ne nous a pas dit qu'on ne pouvait pas le faire, on l'a fait. On a décidé de faire un bilan carbone en temps réel. Ça veut dire quoi, ça, en temps réel? En temps réel, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a réellement un achat, une vente, qu'on envoie quelque chose, qu'on arrive à revaloriser quelque chose, ça rentre dans les comptes de l'entreprise et donc ça rentre dans notre bilan carbone. C'est lié directement à l'ensemble des capteurs de données de l'entreprise, ce qui fait qu'au quotidien, mettons une collègue qui va rentrer une facture, elle va voir tout de suite le bilan carbone. À ce point-là où on a eu ce qu'on appelle en tech des early adopters, on avait été vraiment, vraiment impressionnés. Une des personnes qui était à la réception nous avait demandé à avoir Power BI sur son cellulaire pour voir comment est-ce que ça impactait. Moi, ça avait été comme « Wow !» C'était fantastique. De se dire que les gens embarquaient à ce point-là et se rendaient compte du lien qu'il y avait entre leurs actions et le bilan carbone. J'avais trouvé ça exceptionnel. OK. On sait que c'est un bel outil. Peut-être, qu'est-ce qui reste imparfait dans cet outil-là actuellement, par exemple, que tu aurais à dire? Tu vends des avantages et tout ça, il y a des avantages, mais ce serait quoi au niveau des choses qui sont encore imparfaites, qui devraient être changées ou qui devraient être modifiées ou qui il y a encore beaucoup de choses. Il y a autant sur le fond que sur la forme, à savoir que on est plusieurs à l'utiliser dans l'organisation. On en a fait comme un tableau de bord de gestion, mais de trouver une façon qu'il soit plus visible dans l'usine. Là, on s'apprête à venir mettre justement des télévisions un petit peu partout pour faire parler les données, mais que justement le bilan carbone fasse partie des données qu'on donne à voir plus régulièrement. On a développé un indice de circularité, que cet indice de circularité-là soit tout le temps affiché pour que les gens voient qu'on progresse à ce niveau-là. Également, on a le cœur du système sur les facteurs d'équivalence, à savoir pour calculer justement au niveau de la portée 3, le scope 3, ce qu'on ramène de chez nos fournisseurs, parce que nos fournisseurs, en nous vendant la matière première, on ramène aussi une partie de leur production de GES, de gaz à effet de serre. On est parti avec quelques données standards. Maintenant, pour raffiner encore plus notre bilan carbone, il faudrait exactement aller voir la donnée qui est liée à telle fibre, à telle fibre, à telle fibre. Par contre, il fallait bien commencer à quelque part. Mais on peut toujours s'améliorer. Mais après, il
faut pas non plus tuer le processus en étant plus catholique que le pape, je dirais. Mais on peut toujours raffiner. On a beaucoup automatisé. Aller jusqu'au bout de l'automatisation sur la saisie de données, parce qu'on sait toujours qu'à chaque fois qu'il y a intervention humaine, il peut potentiellement avoir une erreur. Ouais. Et la dernière chose, on est toujours très bon à faire. On est moins bon à parler de ce qu'on fait. Et donc, de donner plus de visibilité à ce qu'une PME de 65 personnes de Saint-Joseph-de-Beauce a réussi à faire en faisant son bilan carbone en temps réel. Je pense qu'on a tout intérêt à en parler plus parce qu'on le voit quand nos fournisseurs européens viennent nous voir et qu'on leur montre ça, ils sont sans voix. Parce que même en Europe, on sait être un territoire plus avancé que nous, il n'y a personne qui l'a fait. Donc ils nous regardent, ils font comme, c'est pas possible. Comment vous avez fait? On est là, ben oui, on l'a fait. Donc on s'est dit, ok, il faut vraiment démocratiser ça, dire aux gens, hey, vous pouvez le faire. C'est possible, c'est hyper intéressant d'un point de vue gestion d'entreprise. Ça vous met en lumière toutes les opportunités d'optimisation, de comment on sauve des coûts, comment est-ce qu'on prend des meilleures décisions d'affaires en se basant aussi, en intégrant aussi le bilan carbone dans nos décisions d'affaires. On n'est pas dans un monde de licorne, on n'est pas dans un monde de bisounours. We talk business. Quand on est avec le bilan carbone, c'est réellement, j'allais dire, un KPI, un indicateur de performance extrêmement pertinent. OK. Et tu peux-tu me donner des exemples? Oui. Alors, on va prendre un exemple qui est directement lié dans, j'allais dire, l'imaginaire collectif de l'éco-responsabilité, ce qui est normalement ce qu'on appelle les déchets, ce que nous, on appelle les gisements. Les gisements. Parce que ça vaut de l'or. C'est ça. Ça vaut de l'or. Ouais. Et donc, nous, on suit évidemment tout ce qui sort de l'entreprise, parce qu'on essaye de minimiser ça, parce qu'on n'aime pas ça, perdre de l'argent en bourse. Et quand on jette des choses, on perd de l'argent. Quand on doit envoyer à l'enfouissement des extrants de production, évidemment, ça a beaucoup de coûts, et ça surtout, c'est crève-cœur. On se dit, aller enterrer de la contamination dans des terres agricoles, demain matin, comment est-ce qu'on va faire pousser les carottes? Et ces gisements-là, chez Régitex, on parle de fibres, parce que Régitex est un filateur, donc qui achète des intrants, des fibres, et transforme en fil. Vend des bobines de fil. Donc, ce qui sort, nous, à l'époque, il y avait une partie des fibres qu'on appelle sales, on ne savait pas quoi faire avec, donc ça partait à l'enfouissement. Et donc, on a commencé à mesurer, à peser, à évaluer le volume. Et ensuite, donc, on voyait, donc ça part par camion, il y a des coûts de transport, il y a des taxes d'environnement qui sont d'enfouissement, des taxes d'environnement, des taxes environnementales. Et à un moment donné, quand on consultait nos chiffres en 2024, on voit vraiment un pic d'enfer. Puis on est allé voir Dani, c'est notre acheteuse, dit Dani, t'as-tu le doigt qui a coincé dans le clavier? Si ça se peut pas, il y a une erreur de saisie, tu t'es trompé. Et nous regarde, elle dit, ben non. Les frais d'enfouissement, cette année, ont augmenté de 40%. Et je viens d'entrer les nouvelles données. On a fait, attends un peu, 40%. Là, c'est vraiment comme, OK, là, on va vraiment régler ce problème-là. Et c'est pas fini d'augmenter. Non, et c'est ça. Et quand on dit, quand une entreprise peut sauver 40% de frais, là, tu dis, bah, c'est majeur. On n'est pas au 0,4, au 0,4 ou au 4%. Non. On est au 40%. Ouais. Surtout que ce que peu d'entreprises savent, c'est que l'évaluation des coûts des résidus, souvent, est fait uniquement sur la gestion des déchets en tant que tel, le transport et le fait de l'enfouir. Mais ça, dans les frais réels de la gestion des déchets, c'est 7%. Ouais. Il y a 93% des frais associés aux déchets qui sont cachés, qui sont non visibles tant qu'on ne les calcule pas. On parle là, évidemment, de l'achat des matières premières, de la transformation, de toute l'énergie qui est associée à ça. Donc, imagine un peu. Donc, là, typiquement, le fait de suivre notre bilan carbone en temps réel a fait qu'on a vraiment priorisé le fait de trouver des débouchés, une valorisation à ces fibres-là. Et aujourd'hui, on est le 7 mai 2026. Je peux fièrement te dire que Régitex recycle à 100% ses résidus de fibres.
valorisation dans des produits de seconde main qui rentrent comme intrants dans des entreprises qui l'utilisent comme intrants. Et on en fournit aussi à des startups qui sont en train de voir ce qu'ils vont faire avec. Donc, on est très, très, très contents et très, très fiers. On peut dire qu'aujourd'hui, 100% des intrants fibres qui entraient ou qui entrent chez Régitex ont une première et une deuxième vie. Oui. Au moins. Il y a peut-être un 2-3% incompressible à quelque part. Ouais. Mais le reste, la grande majorité, on est au-delà du 95%. On a résolu la boucle. Donc, c'est un exemple concret de ce qui ne se faisait pas il y a 3-4 ans. Oui. Maintenant, c'est fait, c'est compté. Oui. Tout ça parce qu'on a commencé à mesurer. Exact. Et ça a plusieurs bénéfices. Ça a un bénéfice simplement et fondamentalement de fierté. Parce que quand on a commencé justement à développer notre stratégie de développement durable, tous les ateliers qu'on a fait avec l'ensemble des collègues, on l'avait fait au travers d'un programme qui s'appelait The Week. Oui, ça, c'est un point de rupture, ça, oui, là, un peu. Là, et qui donne à voir, qui donne à voir vraiment quel est l'impact des changements climatiques dans ta vie à toi. Mm-hmm. Là, tout le monde a fait comme, hey, qu'est-ce qui était le plus visible dans l'usine? C'était le plastique. Ouais. Tout le monde dit, mais ça se peut pas qu'on enfouisse encore du plastique. Mm-hmm. Donc, tu vois, ce sentiment-là de fierté, de se dire, ben, les fibres, le problème, il est réglé. Les gens, ils sont super fiers. Parce que quand tu vois les ballots, tu sais, quand tu as 12 tonnes qui sortent de l'usine, au lieu d'aller dans le champ agricole, ils s'en vont dans une entreprise qui en fait quoi? Et le monde, il est content de rentrer après, venir travailler ici. Tu vois, évidemment, on sauve des coûts et on diminue notre impact carbone. Donc, c'est bénéfice sur toute la ligne. Et est-ce que tu dirais que les plastiques aujourd'hui, mis à part les fibres là, qui sont réglées, les gisements, ce qu'on appelait rebut, maintenant on les appelle gisements parce qu'on leur donne une deuxième vie. Est-ce que tu dirais encore les plastiques qui sont utilisés pour l'emballage et tout ça est encore une difficulté actuellement? C'est pas une difficulté, Gaëtan. Non. C'est un cauchemar. Okay. C'est un cauchemar et c'est le gros projet sur lequel on est actuellement parce que malheureusement, le système est inexistant au Québec. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais à vouloir résoudre ce problème-là, c'est là que tu vois que d'un point de vue systémique, on ne s'est pas du tout attaqué au problème. On sait que c'est complexe, que les plastiques sont mélangés, mais rares sont les entreprises qui valorisent le plastique. Okay. Nous, ça fait 2 ans qu'on essaye d'activer les acteurs publics, les acteurs privés ou quoi que ce soit. Et c'est loin d'être résolu. C'est vraiment très, très loin d'être résolu. Des fois, c'est anecdotique, c'est à la marge. Mais trouver un système, trouver un débouché à long terme qui valorise réellement le plastique, je ne te dis pas d'envoyer ça comme combustible dans certaines industries. On peut le faire demain matin. Oui, mais la guerre du carbone, ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Non. Mais c'est vraiment le revaloriser. Moi, ça va être l'objectif et l'enjeu de cette année. Et c'est de le faire aussi de façon collective parce que c'est toutes les entreprises du Québec qui font face à ça. Ce n'est pas juste nous. Donc, il faut qu'on trouve une solution ensemble. Et je vois que les pouvoirs publics commencent à prêter de l'attention à ça. Pourquoi? Parce que, encore, c'est comme les changements climatiques. Tant que ça n'a pas un impact dans leur cours, c'est pas visible. Parce que je ne sais pas si tu connais Paul Polman, qui est l'ancien CEO de Unilever, qui a été en poste de 2009 à 2019. Et il a eu une déclaration qui est tellement efficace, qui disait je vais le dire en français, je vais le dire en anglais parce que ça se traduit mal. When we throw it away, it doesn't go away because away doesn't exist. Ce que ça veut dire, c'est que, comme on le dit en anglais, quand tu jettes quelque chose à quelque part, ça n'existe pas. Le quelque part, c'est quelque part de quelqu'un d'autre. C'est que le produit, il se retrouve à quelque part sur la planète, sauf qu'il est plus sous tes yeux. C'est ça. Donc, on va arrêter de se raconter des pipes. C'est comme toi, nous, dans les pays développés, le camion, il passe. Il vient récolter notre bac bleu. Et mon Dieu, on a fait ce qu'il faut. On a réglé notre problème. On a réglé notre problème. Sauf que, comme on le dit, c'est quand les tissus se ramassent sur les montagnes d'Afrique. C'est ça. Ou sur les plages du Ghana, tu fais comme... on va peut-être leur parler parce que ça me tente moi, d'avoir l'estuaire du Saint-Laurent plein de textiles qui ne viendraient pas de chez nous. Exact. Donc, dans les municipalités, c'est ça le problème. C'est que les sites d'enfouissement commencent à se remplir. Donc, ils sont pognés à se les... ça vient de chez vous, prends-les.
Donc, OK, bon, on va peut-être s'y atteler. Donc, C'est intéressant parce que c'était une de mes questions aussi. C'est quoi l'illusion du green? À dire, c'est quoi les grandes illusions autour de l'écologie aujourd'hui? way it doesn't exist. C'est loin, hein, je le vois pas, ça Oui. n'existe plus. Mais il reste que ça te déplaçant quelque part, il y a quelqu'un qui le voit. C'est ça. Il y a quelqu'un qui s'est Ben, ça, c'est comme le 6e continent de plastique, avec cet amalgame de plastique qu'on Ouais. retrouve dans le Pacifique. Tous les plastiques avec les courants marins qui se retrouvent là, c'est une espèce de goubi-goulba. Ouais. Je Un dirais, blob. ouais, un blob. Je dirais pas le mot qui me passe par la tête, là. Mais c'est ça la réalité, là. On n'a pas de barges qui s'en vont sur Mars, là, pour aller porter nos poubelles. Non. Et comme il y a beaucoup de pays qui veulent plus maintenant se faire polluer par nos déchets, C'est Haïti, présent, les tout à fait. textiles, Ouais. les plastiques ou quoi que ce soit, ils n'en tiraient plus, il n'y en a plus de place. Ouais. L'eau potable n'est plus disponible, les terres agricoles sont polluées, ils ne sont pas plus bêtes que d'autres. Là. C'est arrêtez de nous tirer vos vidanges. Puis ça m'amène à la question, maintenant, la responsabilité individuelle. Dans cette série de podcasts, on parle surtout de regarder qu'est-ce que nous, on peut faire. Parce que là, je pense que tu viens de décrire une réalité manufacturière, une réalité industrielle, où est-ce qu'on n'est pas nécessairement impliqué. Nous, les gens de l'industrie, on est conscients de ça, on la vit, même ça peut nous créer un stress, ça peut nous créer une dichotomie un petit peu dans ce qu'on devrait faire, de ce qu'on veut faire, puis ce qu'on fait réellement. Ma question, c'est autour de ça, est-ce qu'on demande trop à l'individu maintenant? Qu'est-ce que l'individu peut faire là-dedans, lui? Dire, ben moi, je n'ai pas d'accès nécessairement à parler au premier ministre, de parler de M. Mark Carney, le premier ministre. On n'a pas Que l'on salue. qu'on salue, bien sûr. Puis j'espère qu'il nous suit. Il se souvient de son beau discours de 2015. Exactement. Mais est-ce qu'on en demande trop à l'individu? Est-ce que ça ne crée pas un stress, une anxiété? Parce que l'individu ne sait pas trop comment, de quel bord le prendre. Moi, je te dirais non. Pourquoi? Parce que la société, qu'est-ce que c'est? C'est une somme d'individus. OK. Donc l'individu, c'est monsieur, madame, tout le monde. Et nous avons tous et toutes des super pouvoirs. On a des super pouvoirs en tant que citoyen et on a des super pouvoirs en tant que consommateur. Notre super pouvoir de citoyen, c'est notre bulletin de vote. OK. Et notre super pouvoir de consommateur, c'est de décider où est-ce qu'on va dépenser notre argent, quelle entreprise est-ce qu'on va appuyer ou pas. Quand les gens se rendent compte de ça, là, ça change tout. On ne subit pas. On n'est pas des victimes, on est des acteurs. On a un pouvoir de décision Acheter qui est mieux. extrême. Oui, Oui. OK. Oui. Je te suis. parce qu'une entreprise qui n'a pas de clients n'existe pas. Ouais. Donc, on a beau se plaindre des Amazon ou de ce monde. Il y a des clients qui achètent. Il y a des clients qui achètent. Et là, c'est pareil, c'est même le même concept de away. Si tu veux pas voir l'impact social, l'impact écologique que ces grands groupes ont, tu vas pas aller le voir. Ouais. Mais on s'entend qu'à l'heure actuelle, si tu veux trouver l'information, en un clic, tu l'as. Ouais. Donc, c'est réfléchi. Est-ce que si c'était un de tes enfants qui travaillait pour eux, est-ce que tu les appuierais? OK. Si c'était toi qui travaillais pour eux, Ouais. est-ce que tu les appuierais? Si c'était tes enfants qui étaient exploités dans certaines entreprises qui sont très très loin de nous, c'était ton petit-fils ou c'était ta fille, on s'entend que notre petit confort, là, La perspective changerait. on le regardait un petit peu différemment. Donc ça prend juste un petit peu plus de solidarité humaine, de se mettre simplement, de garder cette capacité que l'humain a d'empathie, de se mettre à la place de l'autre. Ouais. Si j'étais à ta place, comment ça serait? Ben, je vais peut-être y penser à 2 fois avant d'acheter ici, mais plutôt d'acheter là. Parce que moi, je te dirais, Gaëtan, j'ai eu la chance de vivre dans pas mal de pays différents. Et à chaque fois, j'ai voulu... Et tu parles combien de langues déjà? Quelques-unes. 5 langues. Moi, je dis 5 langues. Et moi, ce que j'ai vu de commun, c'est que quand je suis dans un pays, quand j'ai vécu dans un pays, moi, j'ai le goût que le monde qui vit autour de moi, ben, il soit heureux. Et ça passe par quoi? Ça passe aussi par une certaine capacité économique à se loger, à se nourrir. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que quand moi, je le vis à quelque part, mon argent, je le dépense là où je vis parce que moi, j'ai le goût que mes voisins Localement. ils aillent bien, que ma gang, ça aille bien. Ouais. Pas parce que je pense pas aux autres, mais moi, mon action totale, réelle, elle est là. Autour de toi. Si tu veux que le Québec, il aille bien, achète au Québec. Achète au Québec.
si tu as le goût que le Canada, il garde sa place dans le G7, achète au Canada. Ouais. Même si ça vaut 10 cents de plus. Mhm. Est-ce que ça vaut pas le fait que tu aies une paix sociale, que tes hôpitaux, ils aillent bien, que tes écoles, ils aient du sens? Ben oui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, là. C'est comme si mon voisin, il va bien, ben, il y aura un sourire dans la face ce matin, il m'enverra la main. Et ça part mieux la journée. Exactement. Exactement. Donc, on est en interdépendance. On est Mais c'est ça que je te dis. Et on revient à ton introduction. On l'a vu pendant la pandémie. Comment est-ce qu'on était interreliés, comment est-ce qu'on était interdépendants l'un l'autre. C'est ça. Et il faut garder. C'est incroyable. Moi, c'est ça que je dis. C'est ça que j'adore du Québec. C'est que les saisons du Québec remènent l'humain à sa place. Okay. C'est juste une petite affaire, là. Face à la neige, face à la tempête, tu reprends ta place. Tout le monde est tu à la même prends place. ton trou, là. Ouais. C'est comme tu ne vas pas gagner sur l'écosystème, sur la planète. Ouais. Et moi, c'est ça que j'aime. Excellent, c'est bon. Fait que ça veut dire, si on regarde maintenant au niveau par exemple, du bilan carbone que tu as expliqué, qu'est-ce que monsieur, madame, tout le monde ne réalise pas sur le plan carbone? Ou est-ce que chez eux, dans leur maison, ils peuvent maintenant appliquer un peu les mêmes principes? Moi, je te dirais que oui, à savoir, si on revient au cœur du podcast, qui est notre relation avec nos vêtements. On a tous et toutes, à un moment donné, tu ouvres ta sécheuse, là, tu enlèves le filtre. C'est ça. T'as pour tricoter de bas à peu près à chaque... C'est un blob. Ben, c'est ça. Et là, tu te dis, si tu réfléchis un petit peu, c'est pas long que tu fais les liens entre... Ça vient d'où, ça? Et tu vois le moton de vêtements dans la sécheuse et ça vient peut-être de là. Donc, c'est un petit peu que dans le délavage, ils sont un petit peu moins épais, mon chandail. Tout à fait. Donc, c'est simplement de se dire, OK, si j'avais peut-être pris partie de la sécheuse 2 heures d'avance, que je l'avais suspendu, ben, mon linge, il serait sec pareil. Oui. Au lieu d'être à la dernière minute, de ne pas avoir anticipé, de l'avoir mis à la sécheuse, et qu'il ait perdu, je ne dis pas 10%, mais 2% de sa fibre. Plus qu'on pense. Oui, à la fin, parce que il y a des trucs pour revaloriser cette fibre-là, je le voyais, c'est tu prends un tube de papier toilette, tu mets ça dedans, tu mets la fibre, la fibre de la sécheuse, et ça fait des très bons allumeurs de feu. Tout à fait, ça a du sens. Tu vois? Mais c'est qui va faire ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Hein? Pas beaucoup. Non. Donc moi, je dis, autant, moi, c'est ça que j'essaie de faire. J'enseigne à mes enfants le moins possible à la sécheuse. Mais vraiment quand t'es mal pris. Parce qu'en plus, ça magane. Co-électrique, hein? Ben oui, co-électrique. Et ça abîme tes le vêtements. chauffage, de climatisation l'été, ça abîme les vêtements. Il n'y a pas grands avantages à faire sécher à la machine. À part si t'es vraiment en retard. Organise-toi. La vie, c'est la vie. Il y a certains produits qu'on doit faire sécher. Mais ça a un impact directement sur ton portefeuille. Donc, c'est une mesure, ça. Oui, tout à fait. Ben, tu vas voir ta facture d'hydro. Elle va être pas mal là, ta mesure. Oui, exactement. Elle va être là. OK. Puis si, par exemple, donc, ça, c'est un peu une mise en action, dire, qu'est-ce que tu peux faire chez vous avec ton panier à linge, avec ton vêtement? Donc, acheter mieux, entretenir mieux et disposer de la bonne façon. Ben, moi, je te dirais, j'irais à la source. Dans le sens que, une fois que tu as acheté tes vêtements, OK, ils sont là, tu essaies de faire en sorte... moi, je veux parler au jeu, je fais en sorte qu'ils durent le plus longtemps possible. Je prends toutes les grandes influenceuses de mode te disent toujours il faut que tu aies tes éléments de base, et vraiment les classiques des pantalons, la petite robe noire, le pantalon, le blazer qui va bien. Ça. Et puis oui, tu peux suivre un peu la mode avec 1 ou 2 vêtements au niveau de la couleur, avec la couleur, aubergine de l'année que Pantone va nous avoir sorti ou les influenceurs de la mode vont nous avoir sorti. Ça, c'est sûr. Donc, moi, j'essaie d'acheter avec une belle qualité. Parce que je me rappelle de ça quand j'étais petite. Il y avait un commerçant. On allait dans un petit magasin qui vendait les gants, les foulards, tout ça. Et je me rappelle toujours du monsieur, ce qu'il avait dit à ma mère. Il dit, moi, là, dans ma famille, on n'est pas assez riche pour acheter bon marché. Ah, OK. J'étais là, on n'est pas assez riche pour... J'étais là, je comprends pas. Il dit, quand tu achètes des choses qui ne sont pas de belle qualité, tu dois les racheter au bout de 2-3 ans. Regarde-moi, là, mes gants, là, ça fait 10 ans que je les ai. Je dis, hey, ça m'est resté, là. OK. J'ai fait de cette déclaration-là une de mes valeurs. Je préfère vraiment, c'est vraiment rentrer dans le plexus, le plexus solaire. C'est comme, je ne suis pas assez imbécile pour aller dépenser mon argent que j'ai gagné à la sueur de mon front pour aller acheter 3 fois la même chose, payer 3 fois une entreprise qui ne travaille pas comme du monde. Je ne suis pas assez imbécile pour ça. Moi, ça vient vraiment me chercher à ce niveau-là. Donc, premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, c'est comme,
Et c'est ça, j'ai 2 ados, donc je me fais challenger pas mal, de se dire, OK, quand j'ai envie, OK, non, j'ai besoin, OK, t'as besoin ou t'as envie? OK, quand la 3e fois, tu te seras dit, maman, j'ai vraiment besoin pour ça, tu reviendras me voir. Mais que chacune, on se dise, OK, là, j'ai quelque chose qui me pousse à, j'ai vraiment envie d'en acheter, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et de se dire, OK, je vais attendre un petit peu. Et moi, je me dis, au bout de 3 fois, quand j'aurais vraiment utilisé ça là, je dis, OK, là, je me donne le droit de l'acheter. C'est intéressant parce qu'on voit un parallèle entre ce que tu travailles en entreprise, dans le domaine manufacturier, et ce que tu entretiens chez toi. C'est ça que j'ai dit. Dans ta maison. C'est ça, la pandémie, c'est la même chose. Là. Oui, la pandémie, ça m'a vraiment permis d'aligner les planètes. D'aligner les planètes. Moi, mes amis, ma sœur privée savent. Je suis un peu all the way. Je suis assez intense là-dessus. Oui, mais je ne suis pas dans la culpabilisation. Okay. Mes amis me disent, non, je vois que finalement, ça se fait. Parce que souvent, le frein pour passer à l'action, c'est de l'essayer une fois. Ouais. Et de se dire... Merci. C'est de l'essayer. Le covoiturage. Ouais. Au départ, tu dis, moi, je vais être obligée de parler avec la personne. Ça va me prendre de me rendre au point de covoiturage. Je vais perdre ma liberté. Ça va être compliqué. Moi, je mets au défi les gens de l'essayer une fois. Après, vous viendrez parler. Mais une fois que tu vois les avantages que ça a, surtout en ce moment où on est presque à $2 le litre, là, tu fais comme, merci le covoiturage. Oui, tout à l'heure, dans le bilan carbone, c'est mesuré chez Régitex. Je pense, on mesure notre bilan carbone depuis 2022. Et en termes de ce que le covoiturage et le télétravail ont permis d'épargner, c'est-à-dire que l'argent supplémentaire qui reste dans la poche de l'ensemble des collègues, on est à plus de 24 000 $. C'est pas rien, là. C'est pas rien. Non, c'est à peu près 2 000 $ par utilisateur. Oui. Donc c'est incroyable. Là. Oui, c'est incroyable. Et ça, c'est juste le covoiturage. On ne dit pas aux gens de plus avoir d'auto, mais essaye de la remplir un petit peu plus. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça que je vois qu'il y a vraiment un parallèle entre ce qui se produit en entreprise. Donc, il y a des valeurs qui se développent en entreprise et on peut les amener chez soi. Et vice-versa. Et inversement. C'est là que ça devient intégré et ça devient un mode de vie. C'est un petit peu ce que j'entends de chez toi, là. Donc, toute cette prise de connaissance qu'il y a eu et tout ça. Mais si on se projette un petit peu, c'est quoi qui t'inquiète le plus, pour terminer, là, dans ton domaine? C'est quoi qui t'inquiète le plus? C'est quoi qui te donne le plus d'espoir? OK? Peut-être un des deux, peut-être un plus que l'autre. Puis comment les gens peuvent s'impliquer? OK. Vaste question. J'irai sur l'espoir. Étant positive de nature. C'est sûr que ce qui se passe au sud de notre frontière a redistribué les cartes au niveau mondial sur les valeurs dominantes, sur ce qui est correct, ce qui n'est pas correct, sur la véracité des informations qui se transmettent d'une personne à l'autre. Ça a mis un gros brouillard au niveau de l'éco-responsabilité. Tout à fait. Par contre, moi j'ai confiance dans l'humain. Et pour avoir plusieurs personnes de confiance, je dirais dans un État emblématique des États-Unis, c'est-à-dire le Texas, dans la Mecque de la pollution qui sont les industries du gaz et du pétrole. Ce que je me fais dire, c'est qu'une fois les portes fermées des conseils d'administration, des conseils de direction, les gens continuent à investir de façon significative dans la décarbonation. Malgré tout. Malgré tout, parce qu'ils disent, OK, le politique, ça vient, ça va, ça passe. Par contre, les constats qui sont faits on arrive au bout des limites de la planète, ces gens-là se fient sur ce que les scientifiques disent, ils se fient sur ce qu'ils voient, la réalité, non pas ce qu'on essaye de leur faire comprendre. Et ils disent de toute façon, si on veut survivre, un peu comme Mark Carney l'avait dit en 2015, la réalité de la business, le mur, s'il est là, il est là. On aura beau se dire, ben non, il n'y en a pas de mur, on va trouver une porte. Non, il n'y en aura pas de porte. Donc c'est le gros bon sens qui embarque. Et je vois qu'elles font partie du problème, ces compagnies-là. Cependant, ils font un gros effort qui continue à aller dans, OK, comment est-ce qu'on sort
de l'industrie fossile, Oui. de l'énergie fossile. Et ça va prendre un certain Oui. temps. Malheureusement, peut-être pas assez rapidement comme on voudrait. Mais on a moins de... On voit que, je me dis, si eux, qui sont vraiment les mauvais élèves Ouais. incarnés Ouais. de ce qu'il ne faut pas faire, ils n'ont pas reviré de bord, je me dis, il y a peut-être un espoir. Ouais. Maintenant, on a vraiment une problématique de vitesse. Mhm. Ça, c'est clair. Ouais. On n'est pas bien parti. On n'est vraiment pas bien parti. Ben, comme on a Donc, dit selon l'accord de Paris, c'est 1,5 ça. degré d'ici 2030. C'est ça. En réalité, ça veut dire beaucoup de changements Oui. d'ici à ce temps-là. Ça Et peut créer comme du stress. les citoyens et citoyennes du monde perdent de plus en plus confiance dans la parole politique, il faut que les politiques continuent à faire leur travail, Oui. à voter des lois, avoir vraiment des exigences. Parce que juste des intentions, ça ne suffit pas. Et on sait que plusieurs personnes qui se sont intéressées justement à la trajectoire éco-responsable de la planète savent qu'à un moment donné, les gouvernements n'auront plus le choix que d'avoir une réponse drastique, violente Oui. et non négociable. Faudra être Donc prêt. moi, ce que je me dis, c'est que nous, individuellement, il faut vraiment se préparer. Il faut vraiment revoir notre relation à la consommation, revoir notre rapport à la consommation, parce que tant que les gens, et c'est ça qu'on avait fait avec tous les ateliers de sensibilisation au changement climatique, tant que les gens ne sentent pas la menace, ne sentent pas l'air chaud leur souffler dans le cou, c'est compliqué qu'ils bougent. Et ça, on l'avait vu. Si on a le temps, c'est l'impact de la montée des eaux. Tu sais, Oui. des fois, on dit, OK, il y a certains archipels qui vont disparaître. On s'en fout des archipels, on n'y va pas. On ne le voit pas. Par contre, si tu vois, par exemple, au UK, quand tu vois le littoral qui remonte, qu'il y a certains villages que certains assureurs ne veulent plus assurer. Le fleuve Saint-Laurent est en train de se défaire Oui. pour le fleuve Les Rives Oui. du côté sud. Oui. Du côté nord, Du excusez, côté nord. sur la côte Donc, nord. tu vois, il y a certains villages littoraux. Oui. Les propriétaires de maisons ne réussissent plus à faire assurer leur maison parce que les assureurs font zone inondable, ça va partir. Oui. Donc, ça fait quoi? Les assureurs partent. Les commerçants commencent à partir. Les services publics se retirent. Donc, les gens qui peuvent La partir, ils détresse partent. humaine. Les seuls qui restent pognés là, c'est les gens qui ne peuvent pas partir, qui n'ont pas l'argent. C'est ça. Donc, c'est quoi? C'est ils perdent la valeur de leur maison, qui en général est leur plus grosse richesse. Ils perdent ça. Et ça, c'est en Europe, là. Ça, c'est des gens qui nous ressemblent, là. Ben oui. Hein? Ben oui. Surtout Ben toi, oui. d'ailleurs. Ben oui. Mais c'est ça, c'est que si les gens ne vont pas comprendre c'est quoi le réel impact des changements climatiques, qu'ils y croient, qu'ils n'y croient pas, ils n'ont plus qu'à Ils aller vont voir lire. des cartes, Ouais. ils n'ont plus qu'à aller voir des photos de prise de banquise, là. Allez voir par vous-même. Ouais. Tu sais, il y a plein d'influenceurs américains, c'est les gens qui pensent qui déclarent que comment dire, que la Terre est plate, là. Mhm. Quand ils se font inviter pour aller faire le tour du pôle et ils font leur mea culpa, ah bah oui, c'est vrai, c'est pas plat. Ben, allez voir par vous-même. Ouais. Moi, je dis ça, c'est que si vous faites confiance à personne, allez voir par vous-même. Ouais. Allez en croisière au milieu du Pacifique, vous allez voir le blob Ouais. de Ouais. plastique qu'il y a. Oui. Ouais. Allez voir. Ouais. Essayez de Tout à fait. manger du poisson. Allez à la pêche. Ouvrez un poisson que vous aurez pêché. Vous voyez ce qu'il y a dans le ventre. Il y a pas mal de microplastiques. Tout à fait, tout à fait. Et l'industrie textile est une très cause, fort. Oui. contribue énormément à ces microplastiques à l'intérieur de la chaîne alimentaire et tout. C'est ça. Donc, moi, je reviens à ce que je disais. Actionnez votre gros bon sens. Le Faites gros confiance bon sens. à votre intelligence. Mhm. Si vous ne voulez pas croire ce que les scientifiques disent, ben, allez-y vous-même. Allez voir. On revient au gros bon sens. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire chez nous? Oui, OK. parce qu'on a tous un pouvoir d'action, comme Tout à fait. citoyen, comme consommateur. Excellent. Écoute, puis je peux terminer. Si cet épisode, en fait, vous a fait réfléchir, il y a eu certaines choses qui vous ont touché. Ne faites pas juste d'y penser, faites quelque chose. S'il y a une action qui vous a parlé aujourd'hui, testez-la tout de suite. Dans les prochaines 24 heures, il y a quelque chose qui est entre vos mains, vous pouvez faire tout de suite. Ça, remettez pas ça à la semaine prochaine, faites-le tout de suite. Et essayez de mesurer à votre niveau, à ce que vous pouvez faire, mesurer ce que vous pouvez faire. Et là, à ce moment-là, on sera en mesure, si tout le monde fait un petit quelque chose dans sa maison, à tous les jours, C'est un impact phénoménal. ça a un impact phénoménal. On revient toujours à la mesure. Si vous voulez, finalement, joignez-nous du placard à la planète. Vous allez pouvoir retrouver des trucs. Vous allez avoir des entrevues qui vont vous donner des exemples concrets de ce qui est fait, de ce qui est difficile à faire, de ce qui est plus facile à faire.
Et ça va définitivement vous aider à mieux aborder la vie et mieux changer notre façon de faire pour finalement dire, ben, si moi j'en fais un peu, mon voisin en fait un peu, ben, finalement on va gagner. La guerre ne se gagne pas, c'est une bataille à la fois. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci Gaëtan pour l'invitation. Ça fut très, très, très inspirant et j'espère qu'on sera en mesure de faire d'autres rencontres comme ça pour justement venir accélérer ce processus qui est là, malheureusement, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Oui, et longue vie au balado du placard à la planète. Et voilà. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cette conversation avec Emmanuel, c'est que le changement commence rarement par une grande révolution. Il commence souvent par une mesure, un chiffre, une prise de conscience, un moment où on décide enfin de regarder la réalité en face. Chez Régitex, le bilan carbone n'est pas devenu un outil marketing, il est devenu un outil de gestion. Un indicateur concret qui aide à prendre de meilleures décisions, réduire les pertes et mobiliser les équipes autour d'un objectif commun. Et peut-être que le plus grand message de cet épisode est celui-ci. On pense souvent qu'on est impuissant, mais chaque décision compte. Comme citoyen, comme consommateur, comme entrepreneur, comme humain. Parce qu'au final, a way doesn't exist. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode t'a fait réfléchir, partage-le avec quelqu'un qui croit encore que l'écologie et les affaires ne peuvent pas avancer ensemble.